Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Philippe David. Pour la semaine, Philippe David remplace André Berkov et Philippe David est dans tous ses états. Vous pouvez réagir bien évidemment jusqu'à 14h au 0826 300 300. Le premier sujet que l'on va traiter ensemble, Philippe, pour le fait du jour, c'est du coup ce qui s'est passé à Aulnay-sous-Bois et à Sevran. Et on démarre en musique comme d'habitude. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. N'y peut rien, même l'armée n'y peut rien. SEVRAN, Sevran, vous avez reconnu le rappeur Caris, un trentenaire qui conduisait une camionnette volée et qui avait pris la fuite, est décédé samedi après avoir été touché par un tir de policier qui tentait de l'interpeller. C'était à Aulnay-sous-Bois. L'homme est décédé donc des suites de ses blessures. Averti vers 12h30 du vol d'une camionnette, un équipage de la BAC repère le véhicule volé, cherche à le contrôler à un feu rouge. Pour des raisons qui demeurent floues à ce stade, l'un des fonctionnaires a utilisé son arme de service une fois. L'automobiliste a malgré tout continué son trajet quelques centaines de mètres avant de terminer sa course en percutant des voitures en stationnement dans une allée du quartier des Baudottes, quartier particulièrement difficile à Sevran. L'IGPN a été saisi de l'enquête immédiatement. Les faits continuent puisque nouvelle nuit de violence à Sevran et à Aulnay où un bus a été volé avant d'être incendié. Nous sommes en compagnie de Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Grégory Joron, bonsoir. Bonjour. Bonjour, pardon, oui, c'est l'habitude d'être dans les vraies voies. À ce stade, est-ce qu'on sait exactement ce qu'il s'est passé samedi ? Non, toujours pas. Évidemment, il y a mort d'homme. Ça reste un fait évidemment assez grave. Suite à une action de police, donc logiquement, la justice se met en route. Le parquet a commandé une enquête IGPN et ça me semble la moindre des choses dès lors qu'il y a un usage des armes qui est terminé par la mort d'un homme. Donc on attend justement toute la lumière entre guillemets sur les circonstances. Le début, vous l'avez très bien cadré entre guillemets. C'est un vol de voiture, un vol de camionnette de livraison, qui livrait des colis, donc de valeur probablement. Avec du matériel dedans, ça c'est une certitude. Et quelqu'un qui a refusé d'obtempérer, ça aussi c'est deux points qu'on sait avérés et dont on peut parler. Le reste, les circonstances de l'usage des armes, c'est l'enquête qui va déterminer en effet les conditions de légitime défense, comme dans toute enquête, dès lors qu'il y a la mort d'un homme. On a très peu parlé du profil de la personne qui a été tuée, a priori quand même très défavorablement connu des services de police, comme on dit de manière assez pudique. Oui, c'est ça, oui, c'est un doux euphémisme, 32 ans, et on voit qu'il était encore pas rangé des voitures dans le jargon, oui. Clairement, puisqu'en général, à 32 ans, normalement, on se calme un peu, ou alors on passe sur une autre phase de délinquance. Là, pour le coup, on restait sur un voleur. C'est un vol d'opportunité, en plus, je pense. Il n'y avait pas grand-chose de calculé. À mon avis, il est passé devant, il a vu le véhicule, il est sauté dedans, il est parti avec, et malheureusement, après, ça s'est enchaîné. Alors, suite à cet événement, des violences ont éclaté. Lesquelles ? Alors le soir même sur Sevran, avec des violences assez sporadiques, c'était assez particulier. C'était pas un engagement pendant plusieurs heures, mais plutôt des épiphénomènes avec mes collègues qui ont été pris à partie. On a vu des images d'énormes pierres jetées contre les véhicules, qui ont même traversé des pare-brises, cocktails Molotov et des mortiers habituels. Malheureusement, ça maintenant c'est le lot quotidien ou presque de mes collègues dans ce genre de quartier dès lors que ça s'emballe. Et hier soir, vous l'avez dit aussi, là pour le coup, on passe encore sur une autre phase où là, c'est un bus qui a été dérobé, volé et ensuite incendié sur la commune d'Aulnay. Justement, on va en parler un peu après. On parle beaucoup de ces attaques contre les forces de l'ordre aux mortiers d'artifice. Alors, ça n'a rien à voir avec les mortiers de l'armée, les mortiers de guerre, heureusement. Non. Beaucoup de nos auditeurs ne savent pas ce qu'est un mortier d'artifice. Un mortier d'artifice, c'est quoi, Grégory Joron ? Alors, c'est un feu d'artifice, c'est une fusée, en fait, qui est projetée. Mais alors, ça n'a rien à voir, évidemment, avec un mortier de guerre. Pour autant, je vous rappelle que l'année dernière, au Nouvel An, il y a eu un jeune adulte qui a eu la tête arrachée par un mortier d'artifice dans son garage. Oui. Donc, ça démontre juste les dégâts que ça peut faire. Voilà, les dégâts que ça peut faire pour l'avoir vécu sur le terrain. Aussi, au Franc-Moisin, une cité de Seine-Saint-Denis également, lors d'un 14 juillet, quand vous êtes arrosé de mortier, comme ça peut être le cas et comme on voit dans les images, globalement, ça peut entraîner des brûlures et entraîner
entraîner des problèmes d'acouphènes et d'audition parce que c'est extrêmement violent en termes de puissance et de son. Donc ça reste une arme de toute façon par destination qui peut causer beaucoup de dégâts. Alors justement, Grégory Joron, il y a 2 tweets qui ont fait beaucoup réagir. On va commencer par le maire d'Hiver Gauche de Sevran, Stéphane Blanchet, qui a adressé un message de soutien à la famille du décédé sans dire un mot sur le fait que la camionnette était volée et que, a priori, on avait tenté de renverser un policier. Ça a beaucoup choqué les syndicats de policiers. Oui, j'ai réagi également parce qu'à un moment donné, sur sa responsabilité d'élu de s'exprimer, ça me semble tout assez logique. D'appeler au calme, ça me semble également logique, c'est bien normal. Par contre, juste de ne pas présenter les choses, ou en tout cas de les présenter d'une manière extrêmement orientée comme il a pu le faire, à partir de là, je pense qu'il se départit quand même d'une forme de transparence à l'endroit de ses administrés, moi qui me gêne, clairement. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire en effet ce qu'il a dit dans son communiqué, avec certains points avec lesquels je suis entièrement d'accord, mais juste pas oublier quand même les circonstances. C'est une action de police, mais une action de police qui découle d'un flagrant délit parce que quelqu'un a volé un véhicule. C'est peut-être un peu la base des choses. Alors, c'est pas le moment des élections municipales. Par contre, les élections législatives avancent à grande vitesse puisqu'elles sont dans moins de 3 mois. Et la députée de Sevran, Clémentine Autain, a apporté sa famille par Twitter à la famille du chauffeur décédé. Est-ce que vous vous sentez méprisé par une partie de la classe politique, vous les policiers ? On n'est pas surpris. Enfin, je veux dire, quand on voit à peu près de quel bord, entre guillemets, ça vient. Moi, je ne fais pas de politique, je fais du syndicalisme, mais globalement, on a toujours à peu près les mêmes attaques, à peu près les mêmes réflexes reptiliens dans ce genre d'affaires, où finalement, qu'à la limite, on ait un mot pour la famille de la personne décédée, ça peut s'entendre. À la limite, c'est une famille endeuillée. Là-dessus, je veux dire, on est tous à peu près au même. On réagirait tous de la même manière si on était touchés de près par ça. Mais globalement, ce qui est gênant, c'est encore une fois les circonstances. Qu'une responsable politique réagisse, encore une fois, ça me paraît logique, mais qu'elle réagisse en ayant vraiment quelque chose, un regard qui soit pas orienté, ça me paraît aussi essentiel dans la politique aujourd'hui. Et c'est peut-être ce qui fait que les Français s'en détournent de temps en temps, parce que malheureusement, aujourd'hui, tout est extrêmement clanique et il n'y a pas beaucoup d'équilibre. J'aurais préféré quelque chose de beaucoup plus équilibré. Justement, le policier est hospitalisé, l'auteur du coup de feu, en état de choc. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Non, j'ai pas de nouvelles. Il est apparemment quelque chose d'assez étanche. Globalement, il est en état de choc en effet. C'est peut-être ce qui explique aussi qu'on n'ait pas beaucoup d'infos, que le parquet ne s'exprime pas beaucoup sur l'affaire, parce qu'il attend, je pense, que notre collègue puisse avoir recouvré un peu ses esprits pour pouvoir s'expliquer et pouvoir expliquer exactement comment s'est déroulée la scène et pourquoi il a fait usage de son arme. Alors justement, le film Bac Nord avait montré les problèmes existants dans les quartiers nord de Marseille. Mais on a l'impression que les quartiers nord de Marseille, c'est partout en France, c'est à Sevran, c'est à Aulnay, c'est au Mirail ou à Ampalo à Toulouse, c'est un peu partout en France, non ? C'est à l'Ariane à Nice, c'est à Vénissieux et Vaux-en-Velin à Lyon, c'est partout maintenant ? Oui, c'est partout, ça a toujours quand même plus ou moins existé, hein. Rappelez-vous des émeutes de 2005, hein, ça a déjà 17 ans, mine de rien, oui. Et on était déjà sur des éléments déclencheurs qui pouvaient malheureusement amener des violences urbaines qui pouvaient faire tache d'huile, et etc., etc. Donc là, c'est un peu la crainte, on va dire, de l'ensemble de la classe politique. Et ça, moi, je peux l'entendre parce que aujourd'hui, ça serait forcément très compliqué à gérer. Mais globalement, c'est malheureusement pas nouveau. Sauf qu'en effet, on peut voir par contre cette espèce de contre-société entre guillemets qui s'est construite dans pas mal de quartiers grâce au trafic de stupéfiants, clairement. Et puis de l'autre côté, des fois avec une part de communautarisme également, faut savoir le dire. Donc une contre-société qui s'est construite et qui aujourd'hui fait que dès lors que le symbole de l'État, c'est-à-dire la police républicaine, rentre dans le quartier, c'est l'ennemi, c'est la cible, on doit s'en prendre à eux. Justement, si on regarde un peu en arrière, le premier plan banlieue, c'est 1977, c'était Valéry Giscard d'Estaing qui était président, Lionel Stoléru qui était ministre, qui s'occupait du plan banlieue. On a un peu le sentiment que c'est comme les Gosplan dans l'ex-URSS, ça marche pas mais on continue. Ouais, ça marche pas, mais je pense qu'en fait le point de départ était à mon avis pas très bon, quoi. En fait, on a, quoi qu'on en dise, alors pas faire de sociologie, hein, déjà j'ai pas le niveau, puis je suis pas là pour ça, mais je pense qu'on s'est quand même un peu trompé de chemin. Je pense justement quand on commence à parler de plan banlieue, c'est qu'à mon avis il est déjà peut-être un peu tard et qu'on aurait peut-être pas dû mettre tous les gens au même endroit avec les mêmes classes populaires, etc., etc. Je pense qu'il y a eu des erreurs de fait politiques pour le coup et de gestion des populations. Mais justement, on parle de l'impunité pour les délinquants qui est un vrai problème pour la police. Est-ce que les émeutiers, parce que là on peut parler d'émeutes quand même, quand on voit un bus brûlé, quand on voit tout ce qui s'est passé, les tirs au mortier sur les forces de l'ordre, est-ce que les émeutiers, eux, sont sanctionnés ?
Alors, il y a eu 15 interpellations samedi soir. À l'heure où on se parle, il y en a encore 3 qui sont en prolongation de garde à vue. Tous les autres ont été relâchés. Je sais qu'apparemment, toutes les procédures ont été envoyées au parquet quand même pour évaluation, donc pour voir s'il y avait vraiment de l'accroche ou pas, pour pouvoir incriminer les gens. Parce que c'est toujours la difficulté dans les émeutes, c'est que finalement, on manque des fois d'éléments matériels, tout à fait. Et donc c'est pas moi, c'est lui. La capuche noire, c'était pas la même. C'était donc très compliqué de s'y retrouver, un peu comme malheureusement les interpellations au maintien de l'ordre. On manque des fois d'éléments matériels et la justice classe faute justement de ces éléments. Cette nuit, on n'a pas eu beaucoup d'interpellations, mais il y a quand même un état de fait. Il y a quand même 3 attroupements armés, donc c'était une trentaine à quarantaine de personnes avec des battes de fer, dont 2 rébellions sur des agents de police qui ont été pour le coup interpellés. Donc on va voir la suite en effet de la justice, déjà de ces 3 prolongations de garde à vue. Ils sont donc en garde à vue depuis samedi, ça commence ça veut dire qu'il y a quand même des éléments, ça commence à dater, et on verra sur les autres procédures l'évaluation du parquet. Nouvelle violence la nuit dernière à Aulnay-sous-Bois, juste à côté, un bus volé et brûlé. C'est pas grave, c'est l'État qui paye. Un bus volé et brûlé, des fonctionnaires de police engagés quasiment toute la nuit, pas mal d'affrontements aussi avec les mêmes moyens comme d'habitude que la veille, c'est-à-dire projectiles en tout genre, mortiers, cailloux, boules de pétanque, et forcément des situations très tendues avec des effectifs sur le 93 qui, je le rappelle, commence à peine à être remis à niveau. On en a perdu quasiment 300 en 10 ans sur ce département-là, qui est quand même un des plus difficiles de France. Un des plus difficiles de France, avec une population policière extrêmement jeune, qu'on envoie quand même au carton tous les soirs, et avec des effectifs qui, là, pour le coup, commencent heureusement un peu à se reconstruire, mais on voit bien que voilà, c'est encore mes collègues qui vont être mis à contribution sur ce genre de faits qui sont quand même très tendus. Justement, Grégory Joron, Contagion, Sevran, Aulnay. Vous avez parlé des émeutes de 2005, c'était parti de Clichy-sous-Bois, également dans la Seine-Saint-Denis, et ça s'était répandu dans toute la France. On est à 13 jours du premier tour de la présidentielle. Est-ce qu'il y a ce risque ? Vous, en tant que policier, vous le savez, vous avez les écoutes des ex-renseignements généraux, etc. Il est toujours prégnant parce qu'on ne sait jamais comment ça peut partir. Et aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, d'ailleurs, vous le voyez, parce que dès qu'un groupe dans un quartier commet une exaction, fait un rodéo qui sort un peu de l'ordinaire ou crame une bagnole, en général, c'est sur Snapchat avec un sentiment de victoire. Et il faut montrer ce qu'on a pu faire pour défier ou la police ou l'État. On l'a vu d'ailleurs à Lyon où les Dalton ont encore attaqué un commissariat de police, je crois, pas plus tard que ce week-end. Donc malheureusement, c'est les nouveaux modes de communication aussi de ces délinquants, et ce qui complique aussi peut-être un peu l'évaluation des risques pour les services de renseignement, c'est qu'on ne sait pas trop comment ça peut partir. On sait que ça peut partir, ça c'est une réalité. Maintenant, je me dis aussi que même si on est dans un temps très politique, il y a quand même un intérêt derrière tout ça, c'est quand même que dans les quartiers, ça soit à peu près calme, parce qu'il y a aussi du trafic à faire, et que ce trafic-là, il n'a pas besoin d'avoir des policiers qui quadrillent un quartier si on veut vendre un peu de stup, et c'est ce qui fait souvent, on va le dire, très clairement, qu'on a la paix dans les quartiers. Donc on achète la paix sociale. Alors nous, on n'achète pas la paix sociale. Pas les policiers, les politiques, bien évidemment. Mais les politiques, non. Alors après, là-dessus, on ne peut pas critiquer le ministre sur son action sur les stupéfiants, parce que pour le coup, il met quand même fortement à contribution la police, et ça se voit, et c'est ce qui génère peut-être justement aussi pas mal de soucis dans les quartiers. Vous le savez, on l'a dit plusieurs fois, je pense qu'il y a une forme de réaction épidermique, parce qu'il y a quand même une vraie occupation du terrain, et j'ai encore vu ce week-end des tracts d'une compagnie de CRS à Strasbourg qui a fait un énorme coup de stup. Donc ça, en surface, c'est vraiment visible, il y a une vraie action, et ça entraîne forcément aussi vraiment des réactions des fois dans certains quartiers. On est en pleine campagne présidentielle, pas besoin de le rappeler, on ne parle pas beaucoup des banlieues. Il faut dire qu'on ne parle pas de grand-chose, vous me direz. Oui, en même temps, je suis pas sûr, l'actualité est un peu bouffée par ce qui se passe à quelques centaines de kilomètres en Ukraine, mais oui, on ne parle pas beaucoup des banlieues, comme on ne parle pas beaucoup de pouvoir d'achat, c'est très axé finalement sur la sécurité et la crise Covid, parce qu'on est encore un peu dedans, quoi qu'on en dise, et c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des banlieues, mais on voit bien que ça reste malgré tout un vaste sujet, dès lors qu'il y a un élément qui peut être déclencheur de ce que ça peut engendrer derrière. Et la fin de la violence dans les banlieues, c'est pas demain la veille ? C'est pas demain la veille, c'est un joli programme pour le coup par contre. C'est un joli programme mais dont personne ne parle.
Message subliminal au candidat à la présidentielle. Il n'est pas trop tard pour modifier le programme et pour mettre la fin de la violence dans les banlieues. Merci beaucoup Grégory Joron. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. On va se retrouver juste après une courte pause. Philippe David, on parlera de la dernière déclaration d'Emmanuel Macron à propos de McKinsey, qu'ils aillent au pénal. Et on se retrouvera bien évidemment aussi pour le face-à-face habituel avec l'imam Hassen Chalgoumi, auteur de Libérons l'islam de l'islamisme aux éditions Hugo. Restez avec nous sur Sud Radio et n'hésitez pas à composer le 0826 300 300.